Avec Cathy Paraskive, je vous emmène à la rencontre de la cuisine des Balkans. Son histoire est celle d'un exil et d'une reconversion, d'une intégration et d'un retour aux racines. Une histoire en mouvement permanent, une histoire intranquille. Dans cet épisode, elle nous parle du lien intime que sa famille exilée entretient avec la nourriture, de sa reconversion en cuisine après une carrière dans le domaine juridique, de l'entrepreneuriat qui a fait d'elle un couteau suisse, de la création d'un restaurant qui ne ressemble qu'à elle, loin des cadres normés destinés à plaire au plus grand nombre, et du poids qui pèse sur les épaules d'une chef et restauratrice quand on a mis autant de soi dans son établissement. Un épisode où la transmission et le partage sont la clé de voûte. Et si l'histoire de Cathy me touche autant, c'est aussi en raison de mes origines, qui se situent non loin des Balkans, en Croatie. La cuisine qu'elle propose chez Ibrik a pour moi le goût des vacances d'été et des familles nombreuses. J'espère qu'elle vous parlera autant qu'à moi. Si vous aimez ce podcast et que vous voulez m'aider à le faire connaître, laissez un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre appli de podcast ou de musique préférée. Vous êtes prêts à passer à table ? Je suis Adeline Glibota et voici le portrait de Cathy Paraskive dans Girls in Food. Bonjour Cathy Paraskive. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs de Girls in Food ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle en fait Ekaterina Paraskive. Donc, tout le monde m'appelle Cathy. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus évident, je pense. Et je suis en même temps la propriétaire et en même temps la chef de cuisine d'Ibrik. Enfin, voilà, j'ai 2 établissements aujourd'hui à Paris. L'un qui est un petit café et l'autre dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, qui est le restaurant. Alors, si on revient un petit peu en arrière, quelle était la place de la cuisine dans ta famille quand tu étais enfant ? Écoute, en fait, je dirais que c'est comme dans toutes les familles des Balkans. Tu vois, nous, on a vraiment un lien intime avec la nourriture. La cuisine, je sais pas, mais en tout cas avec la terre, les animaux, tout ce que la nature nous donne, en fait, quoi. On naît et on grandit là-dedans. Pourquoi ? Parce que c'est en tout cas un pays aujourd'hui un peu moins, mais en tout cas à l'époque qui était encore très paysan. Donc en fait, on a tous des membres de la famille à la campagne. Il faut aussi se remettre dans le contexte de l'époque. On était en dictature, donc tu ne sortais pas de la Roumanie. Donc les seules vacances que tu pouvais en fait faire, c'était au sein de la Roumanie. Et donc forcément, qu'est-ce que tu faisais ? T'allais chez la famille, quoi. Et la famille en fait habitait en général à la campagne. Et donc, tout naturellement, toi, en tant qu'enfant, tu as les mains dans la terre, tu découvres les poules, tu découvres les petits veaux, parce que, tu vois, c'est vraiment fermier. C'est pas la... c'est pas, oui, alors je veux pas utiliser ce mot, quoi, mais ouais, c'est un peu plus roots, on va dire, tu vois. Et est-ce qu'il y avait un plat du dimanche particulier chez toi ? Écoute, ouais, bien sûr, on a ce qu'on fait d'ailleurs au restaurant, les fameux sarmas. Donc les sarmas, en fait, faut le savoir, c'est pas un plat roumain, c'est un plat qui nous a été légué par l'Empire ottoman, en fait. Et donc dans les Balkans, tout le monde en fait. Et le mot sarma veut dire rouler. Voilà. Donc tu peux les farcir à ce que tu veux. Donc en fait, c'est une feuille de chou, une feuille de salade, une feuille de vigne. Donc ça dépend des pays aussi, de ce qui est le plus simple pour eux. Et donc tu vas trouver ensuite n'importe quel type de farce. Donc il y a des pays dans lesquels tu vas manger du cochon, donc ça sera au cochon, d'autres avec du bœuf, d'autres des végétariennes. Voilà, donc ça c'est vraiment le plat emblématique parce que c'est le plat de fête finalement, parce que ça prend beaucoup de temps à faire. Et à cette époque, comment est-ce que tu te projetais dans l'avenir ? Et est-ce qu'il y avait un métier qui te faisait rêver ? Écoute, alors je me projetais effectivement à partir de mes 8 ans. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu à la télévision une scène, une reconstitution avec des faux avocats, un faux juge, et je me suis dit, c'est ce que je vais faire quand je serai grande. Et je pense que c'est plus... Je me suis jamais donné le droit en fait de rêver de faire de la cuisine pour une raison très simple, c'est que tu sais, moi du côté de mon père, je viens d'une famille avec des ingés, des architectes, tu vois tout ça là, voilà, donc des métiers dits très sérieux, intello. Donc de très longues études, plus effectivement, si tu veux, à l'époque, les métiers de la cuisine étaient des métiers qui étaient sous-évalués. Donc tout le monde te disait, oh là là, si tu travailles pas bien à l'école, tu vas devenir caissière, cuisinière. Mais tout le monde voyait ça comme cuisinier à la cantine, tu vois ce que je veux dire, quoi. Il n'y avait pas les lettres de noblesse encore de ce métier. Et je suis très contente d'ailleurs qu'aujourd'hui on les ait, tu vois. Alors, tu es originaire de Roumanie, tu as grandi là-bas jusqu'à l'âge de 7 ans.
Est-ce que tu peux nous parler un peu des circonstances dans lesquelles tu es arrivé en France ? Tu sais, c'est assez bizarre en fait pour moi cette arrivée parce que j'ai pas très bien compris ce qui se passait. Tu vois, c'est surtout ça. Tout le monde me demande qu'est-ce que tu penses du communisme. En fait, quand t'as 6 ans et demi, 7 ans, t'en penses rien. Hein. Tu nais dedans. T'as aucun élément de comparaison. Donc, de toute manière, même si t'en as, t'as que 7 ans. Donc, je crois pas que l'analyse soit très pertinente, tu vois, t'es encore un petit poussin, quoi, hein, voilà. Et donc, du coup, moi, je voyais pas trop le problème en Roumanie. Tout ce que j'ai compris, c'est que, papa n'est plus là. Parce que mon père est arrivé en France avant. Mon père est artiste plasticien, ouais. Donc, si tu veux, il y a eu d'énormes problèmes parce que mes parents étaient dissidents politiques, tout ça. Enfin, de vrais dissidents politiques, hein, comme on peut en voir encore aujourd'hui. Mais ils sont rares parce qu'on les fait taire. Et effectivement, c'est ce qui se passait avec mes parents. C'est-à-dire qu'on voulait les faire taire. Donc, il y a un moment donné où mon père en fait, finalement, ils n'ont pas eu le choix que de partir parce qu'ils étaient menacés de mort. Et donc, moi, en tant qu'enfant, j'ai pas vraiment compris, en fait, parce que mes parents me protégeaient, donc ils voulaient pas me parler de tout ça, ce qui est normal. Et je me suis retrouvée, en fait, à Paris, dans un pays qui est totalement différent, avec une culture quand même qui est différente aussi, parce qu'il faut le dire. C'est pas du tout la même culture. C'est d'ailleurs pour ça qu'à l'époque on appelait l'Europe occidentale et l'Europe orientale. Hein. Il faut quand même s'en souvenir. Aujourd'hui tout est Occident, mais à l'époque l'Europe, mais c'est très récent. Tu vois ce que je veux dire ? Moi j'ai connu encore à l'école ce distinguo. Tu vois, qui faisait à l'époque entre l'Occident et l'Orient. Donc nous, on faisait partie de l'Europe orientale. Et c'est pas pour rien, en fait. Hein, tu vois, c'est vraiment des questions de culture. Et les cultures étaient vraiment très différentes. Et du coup, moi, j'arrive à Paris et je m'en prends... je sais pas si j'ai le droit de dire, mais ouais, c'est un choc culturel. Enfin, je m'en prends plein la tête, plein les yeux, plein... En fait, c'est extraordinaire, quoi, parce que tu arrives en fait d'un pays où tout est gris, tout est noir, à un pays où tout est couleur, en fait. Donc moi, c'est ce qui m'a frappé le plus, et c'est vrai que ce qui a frappé aussi le plus mon père, parce qu'encore une fois, il a une relation particulière à la couleur. Hein, voilà, il est artiste plasticien. En plus, il a eu à cette époque-là une période extrêmement colorée, en fait, forcément, puisqu'il n'y avait pas toutes ces couleurs en Roumanie. Donc ils découvrent en fait la peinture acrylique, donc la peinture de synthèse, quoi, hein, voilà, avec des couleurs fluo. Donc effectivement, moi dans l'atelier de papa ici à Paris, je voyais toutes ces couleurs alors qu'il peignait pas du tout comme ça avant. Et c'est vrai que moi je remarquais même les poubelles publiques qui étaient pleines de couleurs, tu vois, les emballages. Donc c'est vrai que très rapidement j'ai été un peu goulu, tu vois, mais goulu de tout en fait, quoi. Mais et puis de nourriture aussi. Donc t'imagines un petit peu, hein, je mangeais de tout et de rien, je goûtais à tout, je voulais tout boire. Enfin, c'est une renaissance. Je parle vraiment très sincèrement. C'est vraiment une renaissance. Et justement, si on parle de nourriture, tu dis la cuisine était très différente en Roumanie et en France. Quand vous êtes arrivé en France, est-ce que dans ta famille vous avez continué à manger des plats traditionnels roumains ou des choses que vous faisiez en Roumanie ? Ou alors est-ce que tes parents, au contraire, se sont inspirés de la cuisine française ? Comment s'est faite la transition entre les deux ? Tu sais, ma mère, en fait, quand elle est arrivée en France, elle avait déjà 45 ans. Hein. Tu vois, mon père en avait 35, ma mère en avait 45. Donc, tu sais, à 45 ans, c'est un peu compliqué de perdre tes habitudes. Et je pense que ça, la culture, en tout cas, du produit frais, je le dois à ma mère, mais vraiment. Parce qu'en fait, elle a pas lâché ses habitudes, c'est-à-dire qu'en gros, elle allait faire son marché, elle achetait ses produits, elle tâtait ses produits, elle les goûtait, elle discutait avec les vendeurs, avec les maraîchers, tu vois, elle négociait les prix, voilà. Moi, j'avais la honte, j'étais là avec mon caddie derrière, j'avais la honte, j'étais là, ouais, maman, allez, dépêche-toi, je m'en rappelle encore, hein, tu vois. Mais ouais, elle négociait tout, quoi, tout. En tout cas, voilà, tu vois, elle m'a donné cette, je crois, ce geste naturel que de choisir des produits de saison et de pas acheter des choses déjà transformées, en fait. J'aimerais bien qu'on revienne aussi sur ton orientation. Donc tu nous l'as dit, tu viens d'une famille où on fait de longues études. Oui. Toi, tu es devenue avocate fiscaliste, donc tu as un peu suivi cette voie familiale, mais avant de te réorienter. Mais pourquoi, dans un premier temps, tu as choisi ce métier-là ?
d'abord, il y a effectivement la pression familiale, la pression sociale, hein, parce que, encore une fois, du côté de mon père, c'est vraiment des gens qui ont fait de longues études, donc il fallait absolument suivre un peu le schéma familial. Et puis, comme je te l'ai dit aussi, je regardais une reconstitution à la télévision quand j'avais 8 ans de ces gens qui plaidaient, et donc je trouvais ça assez marrant, quoi, tu vois. Après, j'ai compris que c'était du théâtre. J'aurais peut-être dû faire du théâtre au final. Mais en tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Bon, c'est ce qu'il m'a donné. Je me suis dit, tiens, bah ouais, ça a l'air, drôle comme métier. 2, tu fais des choses bien pour les gens parce que, bon, bah, tu les défends. En plus, c'était de grosses plaidoiries à l'américaine, tu vois. Okay. Donc, forcément, toi, tu imaginais... moi, j'imaginais ce métier-là comme ça. Ouais. Bon, en fait, c'est pas du tout ça. Hein. C'est beaucoup moins fun. Donc oui, je me suis engagée assez rapidement vers cette voie-là. Je pense aussi que quand tu es enfant, tu vois, ça te donne un but, tout simplement. Forcément aussi, la cuisine, c'était un peu compliqué à l'époque. Hein. Je pense que on l'a déjà dit, et c'est une réalité. C'était pas forcément des métiers qui étaient... très en vogue, tu vois, en gros, on te sanctionnait, on te disait si tu travailles pas à l'école, tu vas devenir cuisinière, cantinière, tu vois, donc c'était des propos finalement assez durs, je pense, pour les enfants, hein, et en fait, faire de la cuisine, c'était synonyme plutôt de t'es un raté social. Ouais. Et ça, dans la tête en tout cas de mon père, c'était pas possible. Et en plus, avec l'immigration, tu vois, où il faut que tu t'intègres, il faut que tu fasses... en gros, mon père m'a toujours dit, oui, si tu veux t'intégrer, il faut faire mieux que les Français, hein, tu vois. Donc, il y a une pression aussi. Bien sûr, il y a aussi cette pression-là, tu vois, de te dire, bon, bah, t'es immigré, on t'a reçu dans un pays, on t'a bien reçu, donc c'est à toi de rendre. Donc c'est à toi de te dépatouiller dans le système, de faire en sorte d'avoir le meilleur bagage possible et en fait de bien gagner ta vie, de payer des impôts, tout ça, tu vois. Ouais. Donc ça fait partie aussi de l'intégration quelque part. En tout cas pour mon père. Ouais. Et tu as exercé ce métier d'avocate pendant combien de temps ? Alors, pour être très précise, moi, j'ai jamais été avocate. Hein. Ah, d'accord. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens... Oui, je l'ai lu dans plusieurs articles, en fait. Oui, c'est ça, parce que c'est un raccourci, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est plutôt facile. Moi, je suis docteur en droit. Oui, ok. Tu vois, c'est... Bon, la subtilité, voilà, la subtilité, elle est là. Et c'est peut-être aussi pour ça que tout le monde dit avocat, mais... Grosso modo, oui, je faisais le même travail qu'un avocat. Donc, tu vois, il n'y a pas de, oui, grosse, c'est pas, voilà. Mais c'est simplement en fait pour établir les choses. Et en fait, j'ai exercé pendant 8 ans quand même. Tu vois, donc c'est quelque chose. Oui, c'est déjà une longue première partie de carrière. C'est une longue, c'est ça, c'est une longue première partie de carrière. Je pense avoir tenu aussi parce que j'ai choisi une matière qui est un peu particulière, donc qui est le droit fiscal. Tout le monde me dit, mais en plus, si des étudiants en droit nous écoutent, ils vont dire, mais c'est quoi cette folle Mais en fait, je pense vraiment que c'était aussi lié au rôle de l'État. Tu vois, comme il y a cette confusion qui a toujours eu lieu en fait, de par mon parcours, c'est vrai que quand tu étudies le droit fiscal, tu comprends mieux quel est le rôle d'un État, comment fonctionne un État, comment sont répartis les impôts, à quoi ça sert. Tu vois ce que je veux dire ? Donc il y avait déjà, tu vois, cette volonté-là en fait de comprendre comment on aide les gens, comment, tu vois, toute cette la mécanique aussi. La mécanique d'un État, la mécanique de l'aide sociale, tout ça m'intéressait beaucoup en fait. Ouais, je comprends. Et donc, tu passes 8 ans dans ce métier. Ensuite, tu choisis un chemin complètement différent. Comment ça s'est passé ? Déjà, à partir de quand tu as eu cette envie, cette idée quand est-ce que tu t'es autorisée à rêver de cuisine ? Déjà, quand est-ce que je me suis autorisée à rêver d'avoir mon lieu, tu vois ? Parce qu'en fait, c'est déjà le premier step, c'est t'es là, dans ton confort, dans une carrière que tu as déjà à peu près construite. La route était un peu tracée, hein, j'ai envie de dire, hein, c'était la facilité, je gagnais bien ma vie, il n'y avait pas de problème. Donc la reconversion, elle est arrivée quand j'avais 36 ans. J'avais déjà mes 2 enfants. Tu vois ce que je veux dire ? Donc tu te dis, t'étais bien installée. J'étais bien installée. Donc avec du recul, c'est vrai que dans les premières interviews que j'ai fait, je racontais que c'était ma fille, mon fils qui m'ont donné cette envie. Je pense avec du recul, là maintenant, après 6 ans dans ce métier-là, et quand je fais ma petite rétrospective personnelle, ce dont je me rends compte, c'est que c'est
plus finalement c'est plus une affaire personnelle, finalement. Ça n'a rien à voir, en fait, avec mes enfants, même si, effectivement, quand on a des enfants, on a envie, je crois, en tant que femme, de se battre plus fort. Oui, c'est sûr. C'est pas qu'on a envie, en fait, c'est on n'a pas le choix. Parce qu'on a nos petits poussins, hein, donc la nature nous rattrape, encore une fois, on a ce qu'on appelle les instincts, voilà. Mais, ouais, c'est plus... je pense que c'est une question de thérapie. Ouais. Et pourquoi je dis ça ? Je dis ça en fait parce que tu vois, quand tu es déracinée, tu te considères ni comme française, ni comme roumaine. Donc tu te sens pas très très bien à ta place. Ou alors tu te sens à ta place, alors d'autres vont dire ah oui, mais vois-le positivement, il faut que tu te sentes chez toi partout. Non, c'est pas aussi facile. Simple, Voilà, c'est pas aussi simple que ça. Et je crois en fait que ces endroits que j'ai créés sont des endroits dans lesquels je me sens moi-même. Voilà. Alors bon, on va pas non plus faire une thérapie freudienne. On a tout je vais pas notre temps. m'allonger sur le divan, je sais pas quoi, mais en tout cas voilà, tout ça pour t'expliquer que c'est vrai que il y a eu une réflexion et ça a mûri et je me dis vraiment que les endroits aujourd'hui tels qu'ils sont des endroits dans lesquels j'ai besoin moi personnellement de bien me sentir. Ouais. Tu vois, j'avais ouvert un 3e établissement qui s'appelait donc Ibrick Daily, tu vois. Oui. C'est vrai que personne n'en parle parce que je pense que les gens ont peur de me poser la question de qu'est-ce qui s'est passé. En fait, alors premièrement, c'est vrai que tout le monde qualifie ça de premier échec. Moi, c'est pas du tout le cas. Je le vis pas du tout comme ça. En fait, pourquoi ça me tenait pas à cœur ? Parce que c'était pas à moi. Ok. C'était pas à moi. En fait, tu étais associé. En fait, c'était l'endroit de quelqu'un d'autre. Oui. Vous savez, quand on veut faire entrer un carré dans un rond et que ça fonctionne pas. Et j'ai pas fait la déco moi-même. En fait, je me suis dépossédée d'un projet. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. C'est vrai que quand j'ai créé Ibrick Café et puis Ibrick Kitchen ici, la déco je l'ai fait moi-même. J'ai pas fait appel à des architectes, tu vois. J'ai pensé les choses par moi-même. Pourquoi ? Parce que j'ai envie d'être chez moi en fait, tout simplement. J'ai pas envie d'être chez quelqu'un d'autre. Et du coup, je crois que c'est ce qui a fait le succès en fait de ces deux endroits en fait, parce qu'ils ont été faits avec du cœur. Et je crois que les gens avec lesquels je travaille aussi se sont appropriés aussi leur lieu de travail, tu vois. Et ça, je crois que c'est très important. Non, mais c'est très intéressant aussi, je trouve, cette réflexion sur qu'est-ce qu'est le succès, qu'est-ce qu'est l'échec. Ah, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on apprend de situations qui ne se passent pas comme on avait prévu. Mais bien sûr. Et des leçons qu'on en tire pour la suite aussi, de ne plus refaire les mêmes erreurs. Enfin, écoute, en fait, le succès et l'échec, je crois que ça met énormément... Je crois, en fait, qu'on vit dans une société qui nous met énormément de pression. Tu vois, non pas uniquement sur la réussite professionnelle, mais maintenant on a une deuxième série de pressions sur le bien-être. Tout le monde te dit il faut que tu te sentes bien tout le temps. Donc vas-y, fais du yoga, fais de la méditation, lis des bouquins sur comment être motivé, comment se sentir bien, comment ceci, cela, tu vois. Donc tu as une deuxième énorme pression sociale en fait qui est en train de se développer là, tu vois, en te disant voilà, il faut que tu sois successful dans ton corps, dans tes business, dans ta vie perso, tu vois tout ça. Voilà. Totalement. Moi, je veux pas en fait être là-dedans. J'en veux pas. Ça me met trop de pression en fait. Et donc, la seule chose dont j'ai envie, c'est de créer des lieux, parce que j'espère en créer encore un. J'ai pas complètement renoncé à l'idée. Dans lesquels en fait juste les gens peuvent être eux-mêmes en fait et on leur impose rien, bon à part payer un prix parce que du coup ça nous aide quand même quoi. Il faut. Ouais, mais si je pouvais le faire sans échange, mais je le ferais. Ok, c'est intéressant aussi. C'est dingue. Moi, si tu veux même, alors l'argent c'est pas un tabou, on peut en parler. Mais je le fais pas pour ça. C'est pas ma dynamique. Non, je pense qu'il y a des manières plus faciles de gagner de l'argent en ayant moins de problèmes. En tout cas, oui, pour moi, c'était beaucoup plus simple avant. C'est clair et net. Il n'y a pas de comparaison. Donc, tu as créé, tu nous l'as dit, des lieux avant toute chose, mais ce sont des lieux où l'on mange. Où l'on mange, où l'on boit et où l'on mange. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment tu as conçu le tout premier lieu quand tu t'es lancé? Qu'est-ce que tu avais en tête? Alors, ce que j'avais en tête, c'est de faire une petite cantine avec du café. Tu vois, pourquoi ? Parce que c'est vrai que chez nous, dans les Balkans, quel que soit le pays, en fait, on mange
pas forcément, tu vois, comme ici en France, à 12h30, ensuite à 19h. En fait, les gens peuvent manger à n'importe quelle heure. Et il y a pas mal de petits lieux de vie, comme celui que j'ai créé, le Hybrid Café. Le café, oui. Voilà, où tu as une petite cantine avec plein de petites choses à grignoter. Et tu bois du café, il n'y a pas d'alcool, pas forcément d'alcool. Donc c'est vrai que ça ressemblait au coffee shop. Voilà. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand j'ai ouvert Hybrid Café, c'était la grosse mode de l'ouverture de coffee shop, tu vois. Donc effectivement, on a dit que c'était un coffee shop. Mais moi, dans ma tête, c'était pas du tout en fait ce que j'avais en tête au début, hein, pas du tout. Moi, c'est vraiment le lieu, comme je peux l'imaginer, tu vois, à Istanbul ou alors à Athènes ou à Bucarest, des lieux en fait dans lesquels tu arrives, tu grignotes un petit quelque chose. Sucré ou salé. Sucré ou salé, avec les copains, tu vas boire ton café, tu vas y rester des heures et des heures, et puis en fait tu vas refaire le monde, parce que ça c'est quelque chose qui est super courant en fait chez nous. Et c'est vrai que ça ressemble au coffee shop. Ouais. C'est les coffee shops des Balkans, quoi. Ouais. Et d'où l'importance aussi de s'y sentir bien avant toute chose, parce que l'idée c'est que les gens passent un bon moment, ils restent. Voilà. En fait, c'est ça, dans ces lieux-là, mais vraiment, quand tu rentres dans ces lieux-là, tu sens bien que l'argent n'est pas une préoccupation, que personne, en fait, ne te met la pression pour que tu consommes, que tu peux y rester des heures et des heures. Personne ne vient finalement te casser les pieds en te disant « Ah bah non, mais pas ton ordinateur, pas ceci, pas cela ». Est-ce qu'il y a une tendance aussi maintenant dans les coffee shops ? Ce sont des zones, en fait, de liberté. Tu vois, et c'est vrai que ayant vécu un an à Athènes à un moment donné dans ma vie, j'avais 20 quelques années, tu vois, à 15h en fait avec les potes avocats, on se donnait rendez-vous, ils descendaient de leur bureau, tu vois, et puis on allait au café et on prenait nos frappés, on mangeait nos petits sandwichs. Tu vois, et ça, c'était vers 15h. Et c'est quelque chose, en fait, que j'appréciais énormément. Pareil, à Bucarest, t'as ce type de lieu où, en gros, t'appelles les copains et puis juste, on se réunit. Et puis voilà. Alors, c'est vrai que la mode anglo-saxonne veut qu'on appelle ça des coffee shops, mais en fait, chez nous, c'est tellement courant, tu vois, et ce sont des lieux tout simplement de vie, quoi. Hein, c'est ni plus ni moins. Donc, si tu veux, j'avais pas du tout en tête de devenir une cuisinière, moi. Ok, ça c'est super aussi intéressant parce que c'est pas forcément ce que j'avais en tête en venant t'interviewer. Je pensais que c'était la cuisine qui avait tout guidé. Non. Donc c'est intéressant de rétablir un peu la vérité. Tu nous l'as dit là à plusieurs reprises, l'argent c'est pas un moteur pour toi dans le développement de ces lieux. Pourtant, quand on est chef d'entreprise, parce que c'est ça aussi que tu es, l'argent, c'est quand même l'équilibre économique de l'entreprise. Ah bah c'est le droit fiscal, hein, c'est un État, voilà. hein, tu comprends ce que je veux dire, hein, donc je suis bien placée pour le savoir. Ça, comment est-ce qu'on justement tu jongles entre ces deux opposés quelque part ? Il faut que l'entreprise elle fonctionne suffisamment pour que tu en vives, que tu aies tes salariés, que tu les payes, bien sûr. voilà, que le système fonctionne, mais d'un autre côté, pour ne pas mettre la pression aux clients pour qu'ils consomment de manière répétée pendant leur temps de présence. Et libéré, quoi. C'est ça, exactement. En fait, qui se comment est-ce que comment est-ce que tu jongles entre ces deux, finalement, ces deux injonctions ? Alors, effectivement, tu vois, ce que je disais, en fait, je suis chef d'entreprise aujourd'hui et je suis cuisinière. Donc, à partir de là, en fait, j'ai un gros avantage. Peut-être sur d'autres copains dans la restauration. C'est que j'arrive à avoir une maîtrise des coûts aussi bien en salle qu'en cuisine. Donc, parce qu'en gros, je connais les deux postes de travail. Le poste de direction, tu sais tout faire dans le. Je sais tout faire. Donc aujourd'hui, c'est sûr que s'il manque quelqu'un, c'est moi le couteau suisse. Et je sais tout faire parce que les événements m'ont amené à savoir tout faire, hein, tu vois. Donc c'est comme tu me disais tout à l'heure, ah tiens, latte avec un petit cœur, ouais, je sais faire aussi les petits cœurs, ouais, je sais les faire. Parce que je précise, je bois un latte avec un petit cœur. Oui, parce que oui, je sais les faire parce que encore une fois, j'ai tellement de respect pour tous les métiers de la restauration. Que j'ai voulu apprendre en fait à les faire correctement tous. J'excelle pas dans tous les métiers de la restauration. En tout cas, j'ai eu à cœur de savoir les faire correctement parce que j'estime qu'en sachant et en connaissant un poste de travail, tu peux aussi voir comment faire pour améliorer le poste de travail d'abord. Oui. Donc le rendre, plus ergonomique. Donc 2, plus confortable pour les gars qui bossent avec toi quand même, tu vois, parce que c'est important. Et 3, quand c'est confortable pour eux et quand c'est ergonomique, bizarrement, ils sont contents de travailler. Et bizarrement aussi, tu vas gagner plus d'argent. Ouais. Voilà.
Tu vois, c'est un donc, cercle ce qu'on appelle vertueux. un cercle vertueux. Et aujourd'hui, en fait, il y a des méthodes qui sont relativement simples, en fait, pour, entre guillemets, tenir tes marges. C'est de connaître tous les postes qu'occupent les gars qui bossent avec toi. Voilà. Pour savoir comment tu leur facilites la vie, parce que le temps aujourd'hui, malheureusement, c'est comme ça. En tout cas, le temps, c'est de l'argent. Et le temps, en fait, des gars qui bossent avec toi, c'est de l'argent aussi. Donc, en fait, la première étape, c'est celle-là. C'est de savoir comment on fait pour qu'ils travaillent d'une façon plus ergonomique et plus fluide, et donc gagner du temps. Tu vois, donc ça, c'est, moi, si tu veux, un petit peu l'un de mes points forts, c'est ça. Ouais. Voilà. C'est qu'ils ont l'équipement qu'il leur faut, ils ont des postes de travail qui sont bien équipés, ils ont une qualité en fait de travail, voilà. Et ce qui fait que par rapport à ça, en tout cas, je suis plutôt bien lenti, j'ai pas de turnover, pas énorme. Sur les prix maintenant. Il y a le deuxième paramètre, c'est les prix de la marchandise, tu vois, point barre. Hein, je veux dire, il y a un moment donné, il y a la matière première. Ça, c'est pareil, hein, c'est mon boulot. Donc, je passe ma vie à renégocier les tarifs. Voilà. Donc, ça te rappelle des souvenirs Voilà, ça me rappelle des souvenirs qui sont pas forcément super qui sont pas forcément super drôles pour les auditeurs, mais en gros, voilà, si tu veux passer une journée avec moi, écoute. Viens, tu vas voir, c'est vraiment pas drôle en fait. Non, mais je renégocie énormément les prix. Je fais attention, donc il n'y a pas de gâchis, on jette rien, on réutilise tout. Que ce soit. C'est aussi du bon sens. Écoute, en fait, c'est ça je crois qu'en fait, ma force aujourd'hui, c'est le bon sens que ma mère m'a donné. Voilà. Je suis, je crois, une bonne maîtresse de maison. Parce qu'une entreprise, c'est comme une maison. Ça fonctionne pareil. Tout simplement, je pense m'en sortir parce que, encore une fois, c'est comme une maison, donc on fait attention, on ne jette pas à la maison. Je sais pas, même chez moi, à titre privé, je jette pas. Tu vois, ça me fait mal en fait de jeter, parce que tu te dis, attends, c'est surtout dans le monde actuel, c'est un précieux, sacrilège. Oui, mais c'est ça, c'est un sacrilège, quoi. Donc, après, il y a d'autres questions. On peut parler de ça pendant extrêmement longtemps. Mais quoi qu'il arrive aujourd'hui, tu vois, c'est comme tu disais, il y a un rapport finalement, il y a une balance à faire entre des prix équitables pour les convives, des salaires équitables pour les gens qui bossent avec toi, et aussi la qualité de la matière première. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, ça devient de plus en plus sensible. Oui. Donc c'est vrai que en ce moment, je suis moins cuisinière et plus maîtresse de maison. Ouais. Tu vois ? Plus gestionnaire. Ouais. Je suis plus dans la gestion. Donc tu nous l'as dit, tu as travaillé à tous les postes et encore aujourd'hui, tu es capable de remplacer n'importe qui à n'importe quel poste. Comment est-ce que tu as appris ça ? Je pense notamment à la cuisine. Est-ce que quand tu as lancé ton premier établissement, voire ton deuxième établissement qui là avait une ambition de restaurant, est-ce que tu as passé un CAP ? Comment tu t'es formé à ça ? Ouais, comment c'est arrivé ? En fait, écoute, je vais te raconter comment ça s'est passé. Il s'est passé que j'ai ouvert Ibrick Café avec une chef. Voilà. Ça s'est pas bien passé sur la fin. On avait envie de faire des choses ensemble, mais ça s'est pas bien passé. Et parfois, c'est la vie. Et la vie m'a poussée dans la cuisine. Parce que j'étais en galère, je savais pas quoi faire, parce qu'il y avait aussi une identité en fait qu'avait Ibrick Café, qui avait pris Ibrick Café à l'époque, qui me plaisait pas, parce que c'était pas mon identité. Ouais. Et encore une fois, je me sentais pas chez moi, tu vois. Et en fait, je me suis dit, attends, t'as créé tout ça et tu te sens pas chez toi. Et c'était pas du tout la faute de la cuisinière ou quoi que ce soit, c'est simplement en fait qu'on ne faisait pas ce que j'avais envie de faire. Donc, quelque part, je me suis dit, attends, tu maîtrises le café, tu maîtrises la salle, tu maîtrises l'accueil. Sauf que la cuisine, comment tu vas faire, en fait ? Si tu y vas pas, toi, comment veux-tu savoir ce que tu veux proposer, en fait, aux gens ? Et donc, je me suis dit, allez, je me jette à l'eau. Alors, il n'y a aucun moment, je me suis dit, ouais, ça doit pas être bien compliqué. Non. Moi, j'y suis allée avec la peur au ventre. Je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Je vais jamais y arriver. Je voyais ce que ma cuisinière faisait. Je me suis dit, mais c'est incroyable, quoi. Enfin, c'est une telle organisation, c'est militaire. Et au final, je suis rentrée en cuisine et en fait, j'ai adoré ça. Et j'en suis jamais ressortie. Et je pense aussi...
encore une fois, après toutes ces années et pas mal de réflexions, tu sais, moi j'ai un énorme problème avec la nourriture, dans le sens où toute ma vie je me suis battue pour pas prendre des kilos parce que j'étais une enfant obèse. Et donc l'idée de rentrer dans une cuisine était finalement satanique, hein, tu vois, pour moi. Ok, parce que ça veut dire que tu es en contact de la nourriture toute la journée. Donc en gros, pour moi, rentrer dans une cuisine, c'était tu vas te faire du mal. Hein. Tu vois, c'était pas tu vas te faire du bien. Pas du tout. Moi, c'était vraiment la peur au ventre. La peur de regrossir, la peur de redevenir obèse, que les gens se moquent de moi, que tu vois, parce que il y a de la cruauté autour de l'obésité. Hein. C'est dur, très dur. Totalement. Bon, ça forge un caractère, mais c'est très très dur, tu vois. Et donc, je me disais, mais mais pourquoi je m'inflige ça ? Et au final, je suis rentrée en cuisine et je me suis rendu compte que c'était un métier, tu vois. Et c'est ce qui m'a sauvée. Ce qui m'a sauvée finalement de la dépression nerveuse, je crois, tu vois. Et je me suis rendu compte que c'était un métier et en plus d'être un métier, c'était un métier infini. Et c'était un métier infini de création, tu vois. Donc en fait, c'est tout ce que j'aimais. C'est un métier très organisé, parce que moi j'adore, quand même j'ai fait du droit, hein, donc tu vois, il y a un moment donné il me faut de la structure, quoi, ça laisse des traces. Ah bah oui, tu vois, j'ai été formée à ça en fait, moi, hein, donc je sais pas faire autrement maintenant, tu vois, après 8 ans d'études avec des plans, machin, tu sais plus faire autrement, donc c'est ce qui s'est passé en fait. C'est beaucoup de structure. Donc les métiers de la cuisine, c'est beaucoup de structure, de l'organisation, de la réflexion. On ne peut pas se comporter comme une machine. 2, c'est de l'inventer. Enfin, c'est infini. Donc vraiment, c'est infini. Je pense qu'un cuisinier qui dit ouais, mais bon, c'est bon, t'as acquis les techniques en CAP, c'est bon. C'est dommage pour lui finalement, quoi, parce qu'il va se limiter. Et 3, surtout, c'est un métier créatif et c'est... J'ai hérité ça, hein. Bon, clairement. Ce côté-là, très, très créatif, très coloré. Oui, j'allais dire, en fait, ça m'a fait penser à ça quand tu parlais des couleurs qu'utilisait ton père tout à l'heure. Ça m'a fait penser à tes assiettes, en fait. Ouais, exactement. Voilà, tu vois, tu comprends, en fait, d'où ça vient. Et puis ça a fait le pont, finalement, avec le métier de mon père aussi. Hein. Mon père, en fait, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il m'a toujours interdit de pratiquer un métier créatif. Voilà. Pourquoi il me l'a interdit ? Parce qu'il m'a toujours dit c'est une souffrance. Lui, c'est le vilain petit canard de la famille, il faut le savoir, hein, parce que comme je te disais tout à l'heure, tu vois, ils sont tous ingénieurs, architectes, avocats, gna gna, tu vois. Mon père, oui, écoute, je vais aller aux Beaux-Arts, puis je vais faire de la peinture. Alors, t'imagines la tête des gens dans la famille, quoi. Hein, parce qu'en plus, chez nous, encore une fois, tu sais, t'as la pression sociale, t'as la pression familiale, t'as bien toutes les pressions possibles et inimaginables. Donc, il m'a toujours dit non, mais en revanche, je veux pas ça pour toi. Pourquoi ? Parce que c'est un métier qui est compliqué. Voilà, tout simplement. Il faut accepter de vivre dans la pauvreté. Même si t'es pas pauvre. Mais il faut être au courant que c'est un métier qui est un métier passion. Et c'est franchement toi et ta chance. Hein. Tu vois, toi et ta chance, toi et ta construction de carrière. Est-ce que tu as quelque chose à dire, pas quelque chose à dire ? Alors que c'est plus totalement vrai, mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Oui, bien sûr. C'est une autre génération, c'est une autre vie. Voilà, t'as les UX designers, tous ces métiers en fait, sans doute vont connaître également nos enfants, mais nous, on n'en a jamais entendu parler. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est vrai que mon père donc m'a refusé ça, et en cuisine, j'ai retrouvé ça. J'ai retrouvé en fait cette possibilité-là de tout le temps aller explorer des nouvelles pistes, de faire des associations curieuses. Et tu me demandais si j'avais, techniquement parlant, si j'avais fait un CAP ou quoi que ce soit. Ouais, parce que je pense que c'est quelque chose qui va... Tu vois, ton exemple, ça va d'autant plus intéresser les auditeurs qui se projettent dans ces métiers-là en se disant « Moi, j'adorerais ouvrir un établissement, mais... » Est-ce qu'il faut forcément repartir à l'école ? Est-ce qu'il faut forcément repartir à zéro, en fait ? Alors, écoute, si j'avais pas eu de resto,
oui, bien sûr, j'aurais repris effectivement peut-être un CAP. Tu vois, si j'avais pas déjà le café, si j'avais pas eu toute cette histoire finalement et toute cette formation sur le tas aussi. Cette formation sur le tas et puis toute cette magie de la vie aussi, parce qu'il faut le dire. Hein, là, il y a vraiment de la magie et c'est la magie de la vie en fait, puisque encore une fois, je perds ma cuisinière, je sais plus quoi faire, je suis désespérée. On me pousse à aller en cuisine, j'y vais et je trouve ma voie. Bon, tu vois. C'est super, oui, bien sûr, tu vois, mais tout le monde n'a pas ce parcours-là. Et donc, quand tu te dis, mais attends, moi, je vais ouvrir un établissement et comment je fais, par quoi je commence? Et surtout quand tu es passionné de cuisine, parce que moi, c'était un point que je m'interdisais, en fait, d'être passionné de cuisine, parce que je t'ai expliqué ce qui s'était passé. Mais quand tu es passionné de cuisine, bien sûr, moi, je te dis, mais va en CAP. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu vas gagner du temps. Tu vas pas être meilleur que les autres. Ça, c'est évident. Oui, en fait, on peut compenser l'absence de formation en apprenant sur le tas. Ça prend un peu plus de temps, sûrement. Mais ça prend plus de temps, tout simplement. Alors, je pense que ça prend plus de temps. 2, tu apprends des autres. Donc, personne ne te garantit que c'est la bonne façon de faire. Oui. Tu vois. Et 3, tu n'as pas la structure. Donc, moi, encore une fois, comme je disais, la chance que j'ai, c'est d'avoir cette structure de par mes études qui m'oblige, en fait, à structurer ma pensée, structurer mon enseignement. Donc, quelque part, je suis conditionnée pour structurer. Donc, oui, quand je suis arrivée dans une cuisine, j'ai commencé à structurer le métier. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller plus vite, pour gérer un bon, pour les recettes, pour la technique, pour tout ça, bien entendu. Mais quand tu n'es pas habitué, par exemple, quand tu étais dans un métier créatif avant, et c'est pas la structure qui compte le plus, mais c'est les idées, tu vois. Bien sûr, j'ai envie de dire, moi, si j'avais pu, j'avais eu en fait le temps, j'aurais peut-être effectivement fait un CAP. Après, est-ce que c'est obligatoire? Non. Honnêtement, non. Pas du tout. Je pense absolument pas que ce soit obligatoire aujourd'hui d'avoir ce CAP. Et je pense pas non plus que, très honnêtement, j'ai pas en toute humilité, je pense pas en fait que les cuisiniers qui ont un CAP sont des meilleurs cuisiniers que ceux qui n'en ont pas. Je pense que la condition sine qua non dans ce métier, c'est d'être rigoureux et surtout de réfléchir. Parce que tout est logique. Hein. Tout, c'est de la chimie. Ouais. Donc, faut réfléchir en fait à ce qu'on fait. Si on réfléchit pas et si on fait comme des robots, ça ne peut pas fonctionner. J'aimerais qu'on aborde un aspect aussi de ton quotidien qui est donc celui de chef d'entreprise. On a un tout petit peu parlé déjà. Il faut s'adapter à tout, être capable de tout faire. Si on parle notamment de recrutement, est-ce que justement quand on est autodidacte, est-ce que ça complique les choses quand on recrute des cuisiniers ? Est-ce que ça met une pression supplémentaire ? Enfin, comment est-ce que toi tu as abordé cet aspect-là ? Surtout dans le contexte actuel post-Covid qui est... où le recrutement est encore plus difficile dans la restauration qu'auparavant. Oui, en fait, c'est comment tout ça s'est passé, comment se sont faits mes premiers recrutements. Il y a une chose qui est vraie, c'est que j'ai beaucoup évolué en 6 ans. Je me rappelle des débuts des recrutements, j'étais à l'affect, en fait, c'était dingue. Je recrutais à l'affect, quoi. Mais je crois qu'en fait, c'est l'erreur qu'on fait tous, hein, parce que tu ne sais pas. Donc, tu te fies à quoi ? À ton instinct. Ouais. Sauf qu'en fait, l'instinct, c'est l'affect. Est-ce que la personne, elle t'a parlé gentiment, elle t'a pas parlé gentiment, est-ce que ceci, cela, tu vois, ton feeling, le fameux feeling. Sauf que le problème, c'est que tu fais pas un recrutement. Tu vois, ça s'appelle pas ça, c'est pas du recrutement. Ça, c'est en gros, est-ce que t'aimes bien la personne ou pas. Donc, tu te fais des copains. Ouais. Ça pose d'autres problèmes par la suite. Et ça pose en tout cas, c'est une erreur. Parce que effectivement, quand tu as besoin de camaraderie, parce que moi j'en ai besoin, tu vois, j'aime la camaraderie, quoi, tu vois. Ce besoin de camaraderie, je crois qu'on a tous le besoin en fait de travailler dans une ambiance familiale, de se sentir bien avec les uns avec les autres. Donc forcément, moi j'avais envie, tu vois, d'avoir des salariés et pas uniquement des salariés, mais des camarades de jeu. On va jouer tous ensemble. Erreur. Okay. Très grosse erreur, parce qu'en fait le problème, c'est que tu portes un jugement et ça va pas. Et ça, comment j'ai fait ? J'ai pris un coach à un moment donné. D'accord, un coach très intéressant. Ouais. Bien sûr. Qui t'a ouvert les yeux sur cet aspect-là. Bien sûr, parce qu'il dit, mais en fait, Cathy, en fait, c'est pas des copains. Et puis, c'est pas bien, en fait, parce que du coup, comment tu fais pour savoir si la personne, elle va convenir ou pas pour le poste ? En fait, t'es en train de la juger. Ça va pas. On juge pas les gens quand on est un employeur.
Ouais. Et en fait, c'est le gros problème qu'il y a aujourd'hui, je crois, dans beaucoup d'entreprises, et à n'importe quel niveau, hein, petite, grosse entreprise, en fait, c'est que le management se fait à l'affect. Ouais. Parce que les managers n'ont pas été formés pour devenir managers. On les a foutus managers parce qu'il y a un moment donné, ils étaient super bons, et puis il y a la carrière, le truc, exactement. le machin. Et puis là, ils sont là dans le management. Sauf que c'est du management à l'affect. Ouais. C'est pas du management à la personne et à la compétence. Tu vois ce que je veux dire ? Point. Donc moi, c'est vrai que j'ai pris un coach pro. Il m'a accompagné pendant 1 an. On a beaucoup travaillé en fait sur l'aspect évaluation. On évalue des compétences et on ne juge pas les gens. Et en fait, ça m'a même ouvert les yeux sur, plus largement que ça, sur la vie en fait, sur mes relations avec les êtres humains. Tu vois ? Et effectivement, quand tu as besoin d'avoir des copains, oui, tu vas juger la personne. Tu as le droit de juger la personne. C'est pas interdit de juger. Même si tout le monde te dit, ouais, il faut pas juger, mais si tu veux faire comment ? Tu es un être humain. On est des êtres humains, en fait. On peut pas s'interdire de juger. Voilà. Parce que sinon, on s'interdit d'être un être humain. Mais en revanche, au travail, il faut une distance. Impérativement. Alors, la distance, pas nécessairement. Ah, ok. En revanche, tu ne recrutes pas à l'affect. Donc ça veut dire, c'est pas si tu l'aimes bien, si tu l'aimes pas bien, si tu aimes bien le ton de sa voix, t'aimes pas. Il n'y a pas le fameux feeling. Okay. C'est des questions en fait d'évaluation. Combien d'années de compétences, combien d'années d'expérience, sur quel poste. Tu vois ce que je veux dire ? C'est super intéressant comme retour d'expérience. Bah ouais, parce qu'en fait, tu te fais en fait une liste de compétences que la personne en face de toi doit avoir par rapport au poste. Et si elle coche toutes ces cases, on est bon. Et on va pas plus loin, en fait. Tu vois ? Et oui, effectivement, si à 2 compétences similaires, l'un t'a paru plus sympa que l'autre, oui, dans ce cas-là, bien entendu, tu vas, en dernier recours, prendre celui qui t'a paru le plus sympa. Tu vois ? Mais c'est à compétence égale. Ouais. C'est-à-dire que moi, ça m'arrivait de recruter des gens qui avaient des compétences inférieures, entre guillemets, à quelqu'un d'autre, juste parce qu'il me paraissait super cool, quoi. Mais ça, tu sais, c'est un discours que j'entends beaucoup chez des chefs que j'ai interviewés ou des entrepreneurs food, enfin, quel que soit le type d'entreprise, que la préférence va généralement à la personne en recrutement avec qui elle se sente mieux, quitte à lui apprendre des compétences qu'elle n'avait pas à la base. Ouais. Et donc, c'est intéressant d'avoir ton retour qui diffère un peu et qui est un son de cloche différent. Écoute, en fait, moi, ce que j'ai pu voir, c'est que ça marche dans les faits. Et que c'est vrai que, du coup, depuis que j'applique ces méthodes-là, j'ai une équipe très, très stable. Ok. Et j'apprends à connaître les gens après, tu vois. Et je m'attache, en fait, à eux, ils s'attachent à moi. Mais il y a toujours cette espèce de respect, tu vois, l'un pour l'autre. Ouais. Il n'y a pas... si, franchement, après, on devient très franchement camarades, tu vois, mais il y a un socle qui est différent à la base. Mais il y a voilà, c'est une construction, tu vois, c'est comme si tu rencontrais quelqu'un et tu t'attendais à rien. Parce que la compétence, elle est là. Donc, tu sais qu'en fait... La compétence est là, donc tout le reste, en fait, tu t'attends à rien. Donc, t'es pas dans le jugement, t'es pas dans l'attente de quelque chose, tu vois. Bien sûr, t'as fait l'essai, tu vois que la personne ne t'a pas menti, ou alors, c'est pas forcément du mensonge, c'est elle croit savoir. Souvent, on dit, ouais, mais lui, il m'a menti, machin. Non, la personne, elle est sincère. Elle pensait, oui. Elle est sincère, en fait, elle. Elle est sincère, elle est pas dans le mensonge, elle pensait vraiment savoir faire ça. Donc, en fait, c'est encore une fois, j'essaye de me méfier, en fait, de mes propres ressentis par rapport aux gens, parce que j'ai fait des erreurs. Autre point qui est important, je trouve, aujourd'hui dans le milieu de la restauration, c'est la communication. Ouais. On a l'impression que c'est plus possible en fait, de lancer un restaurant sans se préoccuper de cet aspect-là, même si à la base, c'est pas forcément ni ton métier ni ton goût. Toi, comment est-ce que tu as géré ça ? Parce que tu as ouvert tes portes un jour, il fallait faire venir les gens aussi. Il fallait qu'ils sachent que tu existais. Ouais. Alors ça, c'est effectivement, on va rentrer dans un point aujourd'hui qui sont les réseaux sociaux. On va pas se mentir. Voilà, ça c'est première chose. Le gros point important, c'est les réseaux sociaux. Et le deuxième point, effectivement, quand on parle de communication, il y a la communication écrite également, parce que ça existe encore et il faut pas la négliger. Les réseaux sociaux, je vais te dire, moi j'ai ouvert Ibrick Café tout de suite, j'ai créé un Instagram, j'ai
compris l'importance, bien entendu. Aujourd'hui, je dirais qu'il faut créer un TikTok avec, même si franchement, moi, je bug. Hein, TikTok, c'est... mais je sais qu'on va être obligé. Hein, non, en fait, tu sais quoi, je vais pas te mentir, en fait, peut-être pas. Peut-être pas. Mais ouais, tout de suite, j'ai créé l'Instagram, donc l'Instagram d'Ibri, qui a vachement vécu, qui vit encore, qu'on alimente. Mais c'est tellement saoulant, en fait. C'est tellement contraignant. Tu es esclave, en fait, de l'algorithme. Hein. Il faut comprendre une chose, c'est que tous les comptes qui ont beaucoup d'abonnés, comme le nôtre et d'autres collègues, c'est parce qu'on est devenus les esclaves d'un algorithme, d'accord ? Donc on sait ce que ce monstre veut de nous et on le nourrit tous les jours. Il faut en avoir conscience, nous sommes des esclaves. Voilà. Nous sommes devenus les esclaves d'une machine. Donc en fait, en partant de cette évidence, j'ai décidé de ralentir. En fait, le Covid aussi m'a fait énormément réfléchir, hein, tu vois, parce que c'est dingue, en fait. Quand tu vois, en fait, on était tous enfermés chez nous et on faisait du pain et on postait tout sur Instagram. Et en fait, il y avait plus qu'Instagram, en fait, dans nos vies comme vitrine vers le monde extérieur. Et moi, ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, attends, on va réouvrir le restaurant, on va voir ce qui se passe. Effectivement, on a réouvert et là, on s'est fait prendre d'assaut. Ouais. Mais vraiment, hein, c'était fou. C'était très, très dur. Franchement, très, très dur. Très, 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 oui, donc presque dépassé par le succès. Ah oui, non, mais c'était monstrueux même. Hein, tu vois, l'établissement tremblait. Franchement, ça tremblait, quoi. Ça tremblait, tout tremblait. Mais ce que je veux te dire, en fait, c'est que à ce moment-là, je me suis dit... Ok, Insta, c'est bien. On a nourri la bête. On lui a fait plaisir pendant toutes ces années, ce qui nous a apporté des followers, ce qui nous a peut-être fait plus connaître. Mais il y a un moment donné, ce que je vois et ce que j'ai vu, c'est que ceux qui ont été là, en fait, au moment de la réouverture, c'était les voisins. Et des gens, en fait, qui n'avaient pas Instagram, qui n'en avaient rien à faire d'Instagram. Et je pense qu'on s'en est aussi bien sortis pendant toute cette période qui a été extrêmement compliquée quand on n'avait pas les touristes, etc., c'est le fait qu'en fait, nous, c'est nos voisins qui viennent. Donc, c'est le bouche à oreille. Ouais. Et moi, aujourd'hui, c'est ce que je veux. Ouais. Non, mais moi, je veux que les gens... je veux qu'ils nous critiquent. Ce que j'entends par la critique, c'est positif ou négatif. Mais je veux, en fait, simplement que les gens disent « Chez Ibrick, va à Ibrick, c'est comme ça. Mais entre eux. Oui. Pas viennent pas parce que c'est la mode, mais parce qu'ils aiment sincèrement. Je veux plus, en fait, rentrer là-dedans. Ouais. Aujourd'hui, pour moi, c'est très compliqué de me dire que je suis un phénomène de mode. Ouais. Et je ne veux pas être un phénomène de mode. Et je veux que les gens qui viennent chez nous fassent partie, en fait, d'une famille. Mais véritablement, c'est la famille Ibrick. Et si on résume, ça veut dire que, effectivement, pour démarrer, Instagram, ça aide. Bien mais qu'à terme... En fait, je vais te dire, tu sais ce qui aide vraiment, c'est la presse écrite. Même si tout le monde, aujourd'hui, ne voit plus du tout l'intérêt de la presse écrite. En fait, pourquoi ça aide, la presse écrite ? Parce que, en fait, ça laisse une trace. Instagram... Oui, puis les articles restent en ligne. Exactement. C'est la presse écrite. Et la presse écrite en ligne également. Hein. Ouais. En fait, ce que je veux dire par presse écrite, c'est tout le travail, tous les gens, en fait, qui font du travail de fond. Par exemple, là, on est sur un podcast. Ouais. Pour moi, c'est de la presse écrite. Tu comprends ? Oui, ça reste. Ça reste. Dans la durée, il y a un ancrage. Et deux, surtout, il y a une relation personnelle. Et donc, c'est du bouche à oreille. Ça rentre dans le bouche à oreille. Tu vois ce que je veux dire ? Instagram, c'est de l'éphémère. Instagram, c'est... la story est passée, en fait. Exactement. Et ça rentre, encore une fois, tu vois, dans les pressions sociales qu'on a aujourd'hui, du bien-être, il faut être beau, il faut se sentir bien, il faut consulter un psychologue si ça va pas, il faut toujours avoir un grand sourire aux lèvres, enfin, tout ça, tu vois. Ouais. Et Instagram, et TikTok aussi, c'est exactement la vitrine de toute cette pression sociale qu'on a aujourd'hui. Et je pense que nous, restaurateurs, en fait, notamment ceux... Je dis de la première vague Instagram, parce que c'était ceux de la première vague. Hein. On fait partie de ceux-là. Je pense qu'on en revient à peu près tous. Hein. On a connu effectivement en ce moment du grand boom d'Instagram, mais tu le vois en fait. Tu vois que chez les confrères, les consoeurs, il y a moins de plaisir.
Ouais. Au début, il y avait ce plaisir-là parce que ça restait encore, tu vois, dans la même ambiance de presse écrite où il y avait, tu vois, t'avais une communauté, on se répondait tous, c'était cool, machin. Non, maintenant, c'est devenu de la vitrine. Voilà. Ouais. Mais Instagram a voulu ça, veut arriver à ça et même plus encore. En fait, ce que je ne supporte pas aujourd'hui, c'est que nous sommes leurs créateurs de contenu. Oui. Tu vois, gratuitement. Et si tu entendu, arrêtes, l'algorithme t'oublie. Voilà, il t'oublie, il te sanctionne, il te punit. Tu es un mauvais élève, tu perds des abonnés. Tu sais, moi, depuis que j'ai un peu oublié Instagram, j'ai déjà perdu 400 abonnés. Et moi, je sais là que les gens qui m'écoutent se disent oh, mais mon Dieu, oh là là, je vais être en souffrance. Pas du tout. Je me suis désintoxiquée. Je suis en cure de désintox. Ouais. D'accord ? C'est pour te dire en fait à quel point ça me faisait souffrir avant. C'est un cercle vicieux. C'est en gros, tu dois toujours poster à 17h55. Ensuite, regarde les couleurs. Faut pas utiliser tel filtre parce qu'Instagram n'aime plus. Attention, il y a la réforme d'Instagram. Attention, c'est dingue quand même. Ouais. C'est quand même dingue d'en arriver à ça. Bah surtout si tu arrives à fonctionner sans, c'est effectivement pourquoi s'infliger ça. En fait, oui, c'est pourquoi s'infliger ça et pourquoi finalement ne pas passer ce temps-là, parce que c'est énormément de temps. Parce que tu as vu le level maintenant, hein. C'est pas le level il y a 5 ans. Il y a 5 ans, on était là avec nos téléphones, on faisait des photos pixelisées. C'était limite jaune. Pas cadré, ouais. C'était horrible, mais bon, tu vois, ça fonctionnait. Mais c'était sincère, ouais. Maintenant, c'est attention, hein, c'est pas le 5D de Canon ou le 7D. Tu fais pas des reels avec des photos, avec je sais pas quoi, le matériel, le machin. Mais t'es mort dans le game, en fait. Ouais. Hein, comme dit ma fille de 10 ans, ah maman, t'es morte dans le game. C'est ça, ouais, t'es morte dans le game, en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. En fait, si t'as pas une formation de photographe à la base, mais bon courage en fait. Bon courage, parce que ça va te prendre 20 heures par semaine. Entre les photos, les retouches, quoi poster, quoi écrire, les hashtags qui fonctionnent, les hashtags qui fonctionnent pas, on tag qui, on fait quoi ? Laisse tomber en fait, c'est un emploi à plein temps ça. Oui, c'est ça. Tu vois ? Oui, c'est ça. Dans certains groupes de restauration, on se rend compte que ça devient... Effectivement, il y a un job à plein temps sur ça. Oui, sauf que moi je pense que c'est déjà mort. Je pense que c'est déjà un outil du passé. Super intéressant. Tu vois Je crois vraiment que ça y est. Instagram, c'est mort. Faut aller sur TikTok. C'est pire. Mais regarde, TikTok, ils ont tout compris, ils rémunèrent. Tu vois Mais ils ont tout compris, ils sont très malins. Chinese do it better. Tu vois Ils ont tout compris. Ils rémunèrent. Donc forcément, qu'est-ce que vont faire en fait les influenceurs ? Ils vont basculer. Ils vont basculer. Si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. Ils sont tous en train de basculer. Tous. Et des communautés qui sont 4 fois plus grandes. Tu vois ? Je ne suis pas en train de dire qu'Instagram, c'est bon, tout le monde va l'oublier demain. Hein. Mais je suis en fait, tu sais, je réfléchis à mon métier avec 10 ans d'avance. À chaque fois, je me dis quel sera notre métier dans 10 ans. Parce que c'est ce qui me plaît. C'est comme ça. Moi, j'aime. Je suis pas Madame Yarma, hein, loin de là, tu comprends. Mais j'aime en fait anticiper les grosses évolutions. Ça, c'est quelque chose en fait. Ça donne de la nourriture à mon cerveau, tu vois. Ça me fait du bien. Ouais. Et je le vois bien dans 10 ans. Tout ça là, ce sera derrière nous. Qu'est-ce qu'il y aura après ? On verra bien. Ouais. Peut-être de la métaverse, qui sait, tu vois. On paiera avec des bitcoins. Mais en tout cas, moi, je crois vraiment que ce sont des outils du passé. Et c'est aussi pour ça que je crois autant aussi à la presse écrite ou podcast, des choses qui restent. Parce que on est d'accord. C'est pas de l'éphémère. Ce sont des choses qui vont rester. C'est comme ça aussi que tu construis quelque part une réputation. En montrant, te dévoilant, en étant authentique, en étant sincère, partageant des choses avec les auditeurs. Oui, exactement comme tu le fais ce matin avec nous. Oui, exactement. Et je pense que c'est comme ça que tu restes. Et j'aimerais bien rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Donc tu parlais des débuts d'Instagram où il y avait un effet vraiment communauté sincère, où peut-être avec d'autres chefs, vous vous répondiez, etc. Est-ce que cette communauté, selon toi, hors Instagram, hein, j'entends, il y a une communauté de chefs qui existe ? Est-ce que tu as l'impression d'en faire partie ? Est-ce que vous échangez entre chefs ? Enfin, raconte-nous un peu. Alors, je pense notamment entre chefs femmes. Alors, en fait, il existe des communautés. Donc, c'est pas une communauté, il existe des communautés. Moi, je suis plus dans les communautés chefs d'entreprise. Ok. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, j'ai pas été reconnue comme chef.
Donc moi, ce sont les gens qui m'ont reconnu comme chef. Ouais. D'autres chefs ne m'ont pas reconnu comme chef. D'accord. Voilà, tout simplement parce que j'ai pas galéré en CAP, j'ai pas galéré en stage, j'ai pas galéré à trucs, je me suis pas fait fouetter. Pas passé par les Voilà, palaces. voilà, je suis pas passée par les palaces, machin. Donc forcément, moi je suis chef de rien du tout en fait. Hein. Moi je suis cuisinière, c'est tout. Hein. Chef, c'est une fonction. Donc oui, je suis chef de cuisine. Point. Mais je suis cuisinière. Tu vois. Ouais. Donc en fait, c'est pas est-ce que tu as été reconnue en tant que chef, et est-ce que tu as été reconnue en tant que cuisinière. Ouais. Et est-ce qu'il y a une communauté qui existe de cuisinières dont tu te sens proche? Bah, honnêtement, moi je trouve que les femmes entre elles sont très dures en cuisine. Je trouve qu'elles sont vraiment très dures. Peut-être que je. Non, mais c'est ton expérience, elle est tout à fait. C'est ta vérité, elle est légitime. Ouais. Tu vois, en tout cas, c'est ma vérité. Ouais. C'est ce que j'ai vu et c'est ce que j'ai pu constater. Je trouve vraiment qu'elles sont très dures entre elles. Vraiment. Alors que paradoxalement, elles vivent les mêmes choses et il y aurait. Tout le monde bénéficierait à s'entraider. Ouais, c'est ça. Je pense que les hommes, en fait, s'en sont mieux sortis parce qu'il y a un moment donné où il y avait une espèce de confrérie, tu vois. Oui, il y a un créé. réseau, c'est voilà. sûr. Il y a une confrérie. Donc, qu'est-ce que c'est une confrérie? C'est en gros, on est confrères, on est camarades, on est confrères. Et donc, forcément, comme on est confrères, on s'aide. Ouais, Voilà. C'est comme chez les avocats. Les avocats, c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle les confrères. Donc on se serre les coudes, hein. Même quand un avocat fait n'importe quoi, les autres avocats l'aident. Point. Même les bâtonniers, les machins, enfin bon, bref. Ouais. Tu vois, c'est une confrérie, une vraie confrérie. Le problème, c'est que nous, en fait, on n'a pas de concerie. On n'a pas sororité. on n'a pas de concerie. Tu vois, on n'a pas de concerie. Il n'y a pas ça. Alors peut-être parce que c'est le rôle de chef femme est une fonction jeune. Bien sûr. Parce qu'il faut, C'est intéressant, ouais. il faut le dire aussi. Hein, c'est quoi, ça a 10 ans. En tout cas, l'essor, ouais. Il y a eu bien sûr les mères lyonnaises, etc. Bien sûr, il y a eu comme un grand creux après. Il y a encore des très très grands noms, des étoilés. Il y en a, hein, voilà, bien sûr. et qui ont ouvert la voie en fait justement à nous toutes, les petites jeunes derrière. Mais on est quand même encore, tu vois, sur une fonction qui est jeune, qui n'a pas encore vécu. Laissons-nous un peu le temps, on verra ça dans 10 ans peut-être, tu vois. Ouais. Mais j'aimerais que ce soit fait plus rapidement. Ouais, moi aussi. Après, moi, j'ai beaucoup de respect pour toutes les cuisinières en fait que je vois, et j'ai aussi des relations de respect, d'admiration pour beaucoup de cuisinières. Quand je te parle en fait de mon expérience avec les chefs femmes, c'est parce que je les ai vues entre elles en fait, et je les trouve extrêmement dures. Tu vois. Ouais. C'est beaucoup de moqueries. T'as vu son truc, il a l'air sec. Il y a une surcuisson. C'est pas bien en fait. C'est pas bien parce que en fait l'erreur pour moi est totalement humaine. Et deux, si on se serre pas les coudes en fait à un moment donné, on va faire quoi? On va aller où? On va se retrouver en fait encore à jeter. Ouais, et puis on va se retrouver quoi? À jeter encore la faute sur les hommes. Ouais. Ah mais c'est eux, ils nous ont pas laissé, ils nous laissent pas notre place. Non, en fait, ce qui est vrai ça. Aussi. Hein. Mais ce qui est vrai, mais là, ce qui est moins vrai. En tout cas, à Paris, ça y est, c'est fini. Tu vois ce que je veux dire? C'est derrière nous. Je sais que moi, demain, si j'arrête Ibrick, je vais chercher une place de chef, je vais l'avoir tout de suite. Ouais. En tout cas, les patrons n'ont plus aucun problème avec ça. Non, ça, je suis d'accord. Je pense que il y a peut-être encore dans les grandes brigades aussi où il y a encore des freins pour promouvoir les femmes. Et puis honnêtement, les grandes brigades, je me demande quelle femme a envie d'aller travailler en grande brigade. Hein, tu vois, parce qu'il y a ça aussi. Est-ce que c'est vraiment un frein ou est-ce que c'est juste parce que sur les très grosses brigades, dans les très 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 grosses brasseries, quand tu fais du 1000 couverts par jour, tu t'amuses pas. Ouais, mais je pensais aux brigades aussi de restaurants gastronomiques. Tu vois. Oui, les gastros, bien sûr. Non, après, c'est bien entendu. Ça aussi, il y a encore de la marge. Il y a du travail à faire. Mais je considère, en fait, que tu vois, tout ce qui est en dessous de l'étoilé, c'est à peu près réglé. Ouais. Franchement, il y a plutôt... Puis même avec la pénurie de main-d'œuvre, je pense que, honnêtement, homme ou femme... Ouais. Ils se permettent plus de choisir, en fait. Hein. C'est plus comme c'était. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux femmes et aux hommes, bien sûr, ne les excluons pas, qui nous écoutent et qui aimeraient marcher sur tes traces
Est-ce que je peux donner un conseil? Alors, sans tomber dans le truc très très bateau de crois en toi, machin, parce que c'est encore une fois, tu vas te mettre la pression, donc il faut pas faire ça. C'est trop de pression. C'est plutôt en fait d'écouter son instinct, en fait, d'écouter ses tripes, parce que les tripes, elles parlent beaucoup. Donc, si encore une fois, quand on veut faire ce métier, il faut être prêt à entendre certaines choses, dont notamment le sacrifice de la vie privée, ce qui est toujours vrai pour moi, hein, même après 6 ans de métier. Sacrifice de la vie privée, pourquoi? Parce que les coéquipiers, quand ils ont besoin de vous, si c'est à minuit, c'est à minuit, hein, c'est comme ça. Donc il y a une fuite au restaurant, et on est là. Bon, il faut être là H24. Et même si on n'est pas là, on est là quand même. Donc, et le samedi et le dimanche, c'est la même histoire. Si l'établissement est fermé, on est là quand même, on y pense H24. Parce que c'est encore une fois, c'est un bébé. Et donc le conseil que j'ai envie finalement de donner, c'est ça, c'est d'écouter ses tripes. Si vous n'avez pas ce truc-là dans votre trip, faut pas y aller. C'est un métier qui est extrêmement dangereux pour la psychologie. En fait, on peut vite craquer, on peut vite se démotiver, on peut vite aussi dire de nous-mêmes en fait qu'on est nul, qu'on sert à rien, qu'on est bon à rien, que notre idée c'est nul. Un échec en fait dans la restauration, c'est vraiment dur à vivre. D'accord. Parce qu'en gros, vous aviez votre idée. En gros, on a personnifié, en fait. On personnifie nos établissements. Totalement. Et donc, un échec, c'est... Tu le prends personnellement aussi. Ah, mais plus que personnellement. Plus que personnellement. Moi, je base pour ça, en fait, que j'en parle. C'est parce que j'ai connu des gens qui, derrière, ne sont pas relevés. Parce que finalement, et c'est vrai surtout au début, on est énormément dans l'affect. Donc tous les mauvais commentaires, toutes les petites critiques à droite à gauche sont très mal encaissées. Donc si on n'est pas prêt en fait à encaisser tout ça et à se faire du mal, si on n'est pas un peu maso, faut pas y aller. Faut pas y aller parce que c'est un métier qui reste très compliqué. Moi, en 6 ans de métier, je me suis pris 10 ans de ride. Faut le savoir, hein. Si tu regardes une photo de moi il y a 6 ans, une photo de moi maintenant, tu dis mais c'est pas la même personne. Et c'est vrai, c'est pas la même personne. Mais ce qui me fait tenir, en fait, c'est ça, c'est mes tripes. C'est que je sais que moi j'ai ça dans mes tripes. Je peux pas faire autre chose aujourd'hui. Combien de fois je me suis dit je vends tout. Mais je te mens pas, hein, ça doit être une fois par mois. Hein. Je me dis c'est bon, ça y est, j'en ai marre, j'en peux plus. Et à chaque fois je me dis mais tu vas faire quoi après? C'est l'éternelle question. Parce qu'il y a aussi une intensité dans ce métier qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. C'est ça. Mais l'adrénaline, en fait, on est des sportifs de haut niveau. Vraiment. Je me vois comme ça, comme une sportive de haut niveau. En plus, j'ai été sportive de haut niveau. J'ai fait de l'escrime pendant 10 ans à haut niveau. Et c'est les mêmes pressions, en fait. C'est le challenge permanent, c'est toujours t'améliorer, c'est les entraînements, c'est t'as pas le droit à l'erreur parce que sinon, tac, allez, 1 sur 5 sur Google, c'est nul. Tu vois, c'est ça, c'est tout ça. Et franchement, si t'as pas les reins solides, faut pas y aller. Faut pas y aller. C'est pas que faire à manger et être super bien avec les convives. Mais ça, c'est the cherry on the cake, hein, j'ai envie de dire. Hein. Mais tout le reste, tout ce qu'il y a derrière, c'est difficile. C'est costaud, quoi. C'est costaud. C'est très, très costaud. Et c'est vrai qu'en revanche, quand on y arrive, on se regarde dans une glace, on dit franchement, après ça, je peux aller... je peux faire tout et n'importe quoi, je m'en fiche. Tout fonctionnera, c'est pas possible. C'est tellement, en fait, c'est ça, c'est tellement dur qu'ensuite tu te dis. Tout est facile, ouais. Tout est facile, ça ira, quoi. Tout est permis, en fait, tout est permis. Cathy, on va conclure cette interview par le questionnaire Girls in Food. Yes. Des petites questions pour mieux te connaître. Allez. Quel est ton dernier coup de cœur food? Coup de cœur food. Un resto, un plat, un livre, quelque un chose. vin. Oui, alors, mon dernier coup de cœur food, c'est, tu vois, Patrick Roger. Ouais, le chocolatier. Tu le connais, le chocolatier. Ouais, moi aussi, je le connais. Et écoute, mon chocolatier préféré, c'était Evin. Oui. Et depuis que j'ai goûté, ça y est. Ça y est. Tu as changé de chapelle. Focus, mais c'est focus en plus. Hein. Je pense que j'ai une espèce de... j'ai fait une passion dévorante pour ces chocolats. Je peux comprendre, ouais. Quel est le plat qui résume le mieux ton enfance? C'est un plat de champignons que j'ai retravaillé, qui est au menu cet hiver. Qui s'appelle comment? La chulama. Et c'est un plat de champignons polenta.
Et ça, c'est toutes mes campagnes. C'est tous mes souvenirs, mes campagnes. On allait chercher les champignons à 2 pas dans la forêt. Tu vois, ça me rappelle en fait très très bons souvenirs. À venir goûter chez Hybrid. Ah oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a un plat que tu as goûté et que tu n'as jamais oublié? Ouais, alors c'est pas un plat, c'est du pain. Donc dans les campagnes en Roumanie, on a des graines de blé qui sont très anciennes, hein, et ils cuisent encore le pain dans des moules, dans des fours à bois. Oui. Et le goût du pain que j'avais, en fait, je l'ai plus jamais retrouvé. En revanche, c'est marqué dans mon esprit à vie. C'est comme un seau au fer rouge dans mon esprit. Et j'aimerais en fait avoir cette opportunité un jour de remanger un pain comme celui-là parce que c'était exceptionnel en fait. Et c'est dans ces moments-là où tu te dis quand les gens disent ils mangeaient du pain et du lait, donne-moi ce pain-là avec du lait, je t'assure je peux manger que ça en fait, il n'y a pas de problème. C'était exceptionnel. Est-ce qu'il y a un aliment que tu détestes? Non. Tu manges de tout, non, et t'as pas de dégoût de... Non, j'aime... Alors, je vais te dire, j'aime tout, mais tout dépend de comment c'est cuisiné. Voilà, point. Okay. Parce que c'est vrai que les salsifis à la cantine, quand j'étais petite, non, j'aimais pas ça. Mais en même temps, quand tu vois comment ils cuisinaient ça, tu te dis non, pas... qui peut aimer, en fait qui peut apprécier ça, quoi. On est d'accord. Ou des pâtes trop cuites. Qui peut aimer les pâtes trop cuites, quoi. C'est pas bon, en fait. C'est une espèce de gadou, quoi. Donc... Est-ce qu'il y a un produit que tu as toujours au frigo ou dans tes placards chez toi? Ah oui, j'ai tout le temps de l'ail et de l'huile d'olive. Hein. Point. Bon, basique. C'est mon béaba. Sans ail, je ne sais pas faire. Et chez toi, quand tu es donc à la maison, quelle est ta recette fétiche? Celle que tu fais tout le temps? Celle que, je vais te dire, c'est pas quelque chose de très très compliqué, mais en hiver, c'est tout de suite un pleurote omelette. J'adore les pleurotes. J'ai une passion pour ça et c'est vrai que mes enfants, ils en ont ras-le-bol. Mais comme je leur dis, mange ces champignons chers. Ah ouais, ils sont chers ceux-là. Ouais, ils sont super chers. Ah waouh. Bon d'accord, je les mange ceux-là. Tu vois, parce que les champignons de Paris, je leur fais la même chose. Hein. Donc à chaque fois que je leur dis qu'un truc est cher, tu vois, ils le mangent. Ah ouais, alors on va le manger parce que c'est cher. Mais j'adore ça. Et sinon, en été, c'est les aubergines. J'arrête pas. Et je les cuisine à toutes les sauces, avec de la feta, avec des herbes, avec de l'acidité, avec tout et n'importe quoi. J'adore ça. Vivement la saison. Ah oui, mais complètement. Et quand tu es en cuisine chez toi, qu'est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu écoutes de la musique? Est-ce que j'écoute de la musique? Est-ce que tu parles avec tes enfants? Est-ce que tu parles avec tes invités? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que mon fils Léonard de 7 ans et demi, en fait, cuisine avec moi. Ah. Ouais. Donc moi, en fait, quand on est en cuisine, alors ma fille, elle s'en fiche complètement. Elle est plus c'est fréquent, tu vois, la princesse, tu vois. Mais en revanche, Léonard, lui, c'est vraiment, c'est mon gars sûr, comme disent les jeunes, c'est mon gars sûr. Donc en fait, c'est mon petit commis. Donc il coupe les légumes avec moi, on discute, voilà. Ça papote. Et ça papote énormément. Et en fait, ça papote, de toute manière, ça papote parce que c'est comme ça que c'est dans les Balkans, en fait. Hein. Tu verras jamais une cuisine. Il n'y a que des femmes en cuisine normalement. Vrai, on fume des clopes. Il faudrait pas le dire, mais c'est ce qu'on fait. On fume des clopes, on boit du café et on fait à manger. Voilà. Et on papote des heures et des heures et des heures. Voilà, c'est ce qu'on fait. Quel serait le resto de ta vie s'il n'en restait qu'un? S'il en restait qu'un, en fait, c'est un... Bon, il y en a... En fait, il y en a deux, mais... Allez, on passe. Ça passe. Ouais, ça passe. Gagnère. Ouais. Gagnère, parce que, voilà, c'est... J'y vais une fois par an. Ouais. C'est mon cadeau que je me fais. Parce que c'est Gagnère. J'aime bien l'idée de se faire un cadeau à soi-même. Ouais, voilà, c'est pas grand-chose. Je m'offre rien. Mais ça, pour moi, c'est fondamental. Et parce que Gagnère. Voilà, parce que Gagnère, c'est Gagnère, en fait. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Il y a des gens qui ne sont pas fans de sa cuisine, d'autres qui sont fans. Moi, je fais partie des fans. Point. Et pourquoi? Parce que c'est très compliqué à expliquer, mais en fait, il se passe quelque chose. J'aimerais en fait que les gens, quand ils mangent ce que je leur propose, aient ce sentiment-là. Je pense qu'il ne se passe pas parce que c'est du 3 étoiles. Je ne pense pas du tout que ce soit ça. Je pense juste que vraiment, ils racontent une histoire et que tout est écrit dans les assiettes. Voilà. Et qu'ils voient effectivement la cuisine comme de l'artisanat d'art et le côté artiste également, et qu'il a su en fait
porter ce métier en fait au-delà de l'artisanat d'art. Ouais. Tu vois. Bon, et après il y a un deuxième resto qui est à Barcelone, qui s'appelle Gresca. Alors c'est pas la table gastro parce qu'il y a 2 tables, il y a la table bistronomique, la table gastronomique, mais honnêtement j'ai fait ce resto, j'y suis retournée 4 fois d'affilée. Et maintenant, à chaque fois que je vais à Barcelone, c'est là-bas. Et on note l'adresse. Franchement, je comprends pas ce qui se passe dans cet endroit. Mais moi, à chaque fois que j'y vais, et en plus, je prends toute la carte. Donc, même les serveurs me disent mais vous êtes sûr vous êtes sûr? Oui, donne-moi tout, s'il te plaît. Tout. Mais parce que là, c'est plus de la curiosité. C'est-à-dire qu'on est face à un chef qui a une imagination qui est débordante. Alors effectivement, il y a des erreurs de cuisson, mais je m'en fiche en fait. C'est pour l'idée en fait. Les goûts, les associations de goûts sont folles en fait. Donc on c'est vrai passe qu'en tout. plus Barcelone, c'est une scène gastronomique incroyable. C'est exactement. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la France, mais on parle pas assez de l'Espagne en termes d'étoilés. On n'en parle pas assez parce qu'il y a une sacrée concurrence. Ouais. Est-ce qu'il y a un restaurant qui te fait rêver, où tu n'es pas encore allé, mais qui est tout en haut de ta liste des restaurants à faire dans ta vie? Le rêve suprême, mais en termes d'expérience, tu vois ce que je veux dire? C'est pas pour la food, c'est plus l'expérience et j'ai envie parce que ça me... Parce que je suis surprise et curieuse, et curieuse de ce qu'ils ont réussi à faire. C'est l'Alchimiste, tu vois. Alchimiste, j'ai envie de le faire parce que... À Copenhague, donc. Ouais, à Copenhague. Et c'est une... je sais pas de combien de dizaines de milliers d'euros ils ont mis là-dedans. Mais je crois que ça va plus loin, en fait, que de la gastronomie. On est déjà sur du 3e, du 3e siècle, là, je crois. Dernière question de cette interview. Quelle femme souhaiterais-tu entendre au micro de Girls in Food dans un prochain épisode? Ah, Manon Fleury. Ce serait avec grand plaisir. Voilà, ou Céline Femme. Ouais. Qui sont mes 2 acolytes, qui ont commencé bien avant moi et qui m'ont toujours beaucoup inspirée et que j'admire énormément pour le parcours et la liberté d'esprit aussi. Et c'est pour ça que je m'identifie à elles 2 parce que je pense effectivement avoir la même liberté. Merci beaucoup, Cathy Paraskive. Merci à vous toutes et tous. À très vite. Si ce podcast vous plaît et que vous voulez m'aider à le faire connaître, mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre appli de podcast préféré. À bientôt pour une nouvelle interview de femmes inspirantes.